Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. J'étais en train de me faire un thé, une tisane dans ma cuisine et je me suis retrouvée à parler à haute voix parce que je repensais à une de mes clientes dans mon programme de coaching. Et on était en train de discuter d'une situation, je vous en parlerai tout à l'heure, ce sera un bon exemple pour ce que j'ai à vous raconter. Et je me retrouve à parler à haute voix et je me dis c'est quand même fou, telle ou telle chose et tout. Et je me suis dit tu sais quoi, au lieu de parler toute seule dans ma cuisine, je vais aller m'asseoir et je vais enregistrer un épisode de podcast. Parce que je pense que ce sont des choses qui sont utiles pour nous tous et nous toutes. En fait, en tant que coach en sexualité, qui travaille avec des femmes et quelques personnes non binaires, j'ai un énorme privilège qui est que j'ai accès à leur intimité. Elles me font confiance, j'honore cette confiance avec beaucoup d'humilité. J'en suis vraiment très honorée. Et j'apprends beaucoup de choses que parfois plein de gens dans leur famille ou leurs proches ne savent pas. Et je comprends certaines dynamiques que personne, à part peut-être si elles ont des thérapeutes, ne comprendrait. Et donc j'ai une position hyper privilégiée où j'arrive à voir dans le cœur, la psyché de femmes qui sont hyper courageuses, hyper sensibles, hyper intelligentes, hyper ouvertes. Et j'observe en fait ce qui est nécessaire sur leur chemin pour avoir plus de plaisir, qui est essentiellement dans notre cas un chemin de soin et de libération. Mais j'observe c'est quoi les choses qui reviennent tout le temps, à chaque fois, sans arrêt. Et c'est trop intéressant parce que j'ai jamais vu ça exprimé comme ça, par exemple dans un bouquin ou dans une formation que j'ai faite. Bien sûr, de ci, de là, on peut comprendre certaines choses, mais les 3 choses que je vais vous partager, ce sont pas des choses que quelqu'un aurait pu me dire, alors il y a ça, ça et ça. J'aurais dit, oh, ok. Là, le fait de le vivre, le fait de le voir remonter régulièrement, quasiment chez chaque cliente, c'est hyper surprenant et en même temps c'est hyper intéressant parce que ça peut vraiment nous aider en fait à mieux naviguer nos relations en tant que femmes et quand on a des relations avec des femmes, les naviguer un peu mieux aussi, qu'elles soient sexuelles, amoureuses, intimes, familiales, peu importe. Donc voici 3 choses surprenantes que j'ai apprises en coachant des femmes sur leur sexualité. La première chose qui m'a beaucoup surprise, c'est à quel point, au fond, on travaillait sur la dynamique familiale. C'est très récurrent qu'il y ait des choses qui remontent par rapport à leur mère, par rapport à leur sœur, très peu par rapport à leur père, mais un petit peu. Mais c'est souvent les mères et les sœurs. Pourquoi ? C'est intéressant. Je vais essayer de pas trop réfléchir en vous expliquant tout ça parce que sinon je vais essayer ça va être un peu brouillon. Donc je vais juste parler comme ça me vient, ok ? En fait, c'est très souvent, dans notre société qui est patriarcale, très souvent les mères qui ont appris à leurs filles comment être dans des relations. Je sais pas si le père est si présent ou pas, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec le père, mais il y a rarement le père dans... Mes clientes se prennent très peu la tête avec leur père. C'est sûrement là, hein, c'est sûrement présent, hein, mais en tout cas ça remonte moins que la mère. Et dans les cas des mères, on a un éventail de choses qui se passent. On peut aller de choses très violentes et très graves, agression sexuelle, violence physique, violence morale, violence psychologique, des choses très graves qui se passent par rapport à la mère. Et on peut aller à des choses qui sont plus subtiles. La sensation qu'on certaines, qu'on préfère un autre frère ou une autre sœur à elles. Le fait qu'on les écoute pas. Le fait qu'on mette de côté leurs émotions. Le fait d'avoir des mères intrusives. Le fait de ne pas avoir été protégées. Par exemple, dans bien des cas, mes clientes en veulent à leur mère parce qu'elles ont été agressées et elles n'ont pas trouvé de protection auprès d'elles. Le fait que ce soit parfois des mères qui sont très envahissantes, qui vont vouloir qu'on prenne beaucoup soin d'elles et qui du coup ne vont pas prendre soin de leurs enfants. Parfois, ce sont des femmes qui du coup sont devenues hyper responsables et qui ont pris soin de tout dans la maison, de leurs frères, de leurs sœurs,
de la maison, de leur mère, et donc du coup n'ont pas eu l'occasion d'être enfants. On a énormément de dynamiques, et ça peut aller de juste une légère négligence émotionnelle, le fait de ne pas avoir eu l'impression de compter, le fait de ne pas avoir eu l'impression d'être écouté, qu'on a l'impression qu'on préfère les autres à nous, ce genre de choses, et le fait qu'aujourd'hui la conversation soit difficile, ça peut aller de ça à de la violence. Ok, il y a ce spectre-là. Après, je suis sûre que j'ai des clientes qui ont des très bonnes relations avec leur mère, hein. Mais en tout cas, je vois que ça remonte énormément ce truc avec la mère. Et on travaille sur la dynamique familiale. On travaille avec ça, on travaille avec le fait de devenir son propre parent, de trouver cette énergie maternelle en nous qui va prendre soin de nous, maternelle et paternelle. Et donc c'est un truc de ouf en fait. Et je me dis, mais c'est dingue. Et j'aurais aimé vous dire que c'est pas que la mère, c'est aussi le père. Mais en fait, dans notre société, je pense que beaucoup de notre estime de nous et de notre capacité à savoir notre valeur vient de nos mères. Parce que c'est souvent elles qui prennent soin de nous, mais c'est aussi elles qui représentent cette espèce d'amour inconditionnel, cette espèce de je vais t'aimer peu importe ce que tu fais et qui tu es. On attend ça de nos mères. On attend peut-être moins de nos pères, je sais pas. Mais en fait, ce que j'observe, ce sont des femmes à qui on n'a pas appris qu'elles avaient de la valeur, à qui on n'a pas appris qu'elles comptaient. C'est des femmes qu'on n'a pas traitées comme des princesses. Et il y a des gens qui jugeraient le terme princesse. Oh mon Dieu, elles sont précieuses, elles sont capricieuses et tout. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans votre famille qui vous traite comme une princesse, comme une reine, comme une déesse, comme une diva. Il faut. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, on réalise pas la valeur qu'on a. Je vous dis ça et j'ai les larmes aux yeux parce que j'ai une fille en fait et je pense à elle. Je suis hyper émue, mais je tiens le cap. Quand je vous dis ça, sans réfléchir beaucoup, j'ai au moins 10 clientes qui viennent en tête. Tac, 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 tac. Et je vous parle pas de clientes sur les années, hein. Des clientes à qui j'ai parlé genre le mois dernier ou le mois d'avant, hein. Par exemple, le fait que, je sais pas, je donne plusieurs exemples. J'en ai une, on l'a toujours abaissée par rapport à ses sœurs. Ça, c'est un truc que j'ai déjà vu. Il y en a un, deux, trois, quatre, au moins quatre comme ça qui me viennent en tête, juste comme ça. Se sentent rabaissées par rapport à leurs sœurs. On va leur dire. Et souvent, ce sont des femmes qui sont un peu introverties, qui sont aussi tendance à être un peu différentes de ce qu'on attendrait d'elles. Donc, elles rentrent pas forcément dans le cadre de ce que leurs parents attendraient. Elles sont soit introverties, donc elles vont avoir tendance à être de leur côté, soit elles vont être hyper expressives, soit elles vont être très intelligentes, soit elles vont être un peu énergétiques, soit elles vont avoir une façon de voir la vie qui est différente de la norme. Et en fait, ce sont des personnes qu'on n'a pas autorisées à être elles en grandissant. On a voulu qu'elles rentrent dans des cases en fait. Et du coup, ça leur fait très mal en étant adultes. Parce que ça reste. Et moi, je vous parle de femmes qui ont 30, 40, 50 ans, hein. Et ça arrivait quand elles étaient petites. Très souvent, ce sont des femmes qui se sont quand même émancipées de leur famille assez tôt. Elles sont pas restées hein, dans ces situations. Mais malgré ça, bah, c'est resté. Parce qu'en fait, on leur a pas appris qu'elles comptaient, on leur a pas appris qu'elles avaient de la valeur, on leur a pas appris qu'elles étaient bien comme elles étaient, quoi. Et c'est super triste, en fait. Et beaucoup du travail qu'on fait, c'est redonner de l'amour à cet enfant qu'elles ont été et leur dire que bien sûr qu'elles comptent, bien sûr qu'elles ont de la valeur, bien sûr qu'elles sont importantes et qu'elles n'ont pas à se changer pour se conformer à l'idée qu'on aurait d'elles. Très souvent, ça va être des petites filles qui peut-être dérangeaient par leur façon d'être. Par exemple, il y en a une qui disait, ben, on lui disait tout le temps, pour qui tu te prends? C'est pas parce que tu as des meilleures notes que les autres que tu es ceci, tu es cela. Parce qu'elle était bonne académiquement. On disait, pour qui tu te prends? Il y en a une autre, c'était, ah, mais tu fais tellement de bruit, tu parles tout le temps, tu as toujours quelque chose à dire, etc. Parce qu'elle était expressive. Et en fait, franchement, ça fait mal au cœur. Et le truc qui se passe, c'est que très souvent, il faut commencer un travail comme celui-ci pour réaliser l'impact de cette dynamique familiale sur nous. C'est difficile de distinguer ce qui vient de nous et ce qui a été projeté sur nous s'il n'y a pas un regard extérieur. Il y a des choses que mes clientes pensent, des pensées qu'elles ont, des croyances qu'elles ont, des réactions automatiques qu'elles ont, des choses comme ça, qu'elles considèrent comme étant normales. Et en fait, parfois je dois leur donner le repère que c'est une réponse traumatique, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, normal. Il n'y a rien de normal, mais ça vient de quelque part qui n'est pas leur essence, ça vient de quelque part qui est une blessure. Et, euh, et ouais, ça c'est super intéressant. Et j'ai fait une newsletter récemment. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous devriez parce que j'écris tous les jours, j'écris beaucoup. C'est liviaquero.com/message. Faites pause, allez vous inscrire, revenez. Et j'ai écrit un message dans ma newsletter il y a quelques semaines et c'était ta mère a tort. Ta mère a tort parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que ces femmes qui étaient des petites filles avant croient leur mère. Toutes les choses qui leur ont été projetées, toutes les choses qui leur ont été dites par rapport à leur identité, leur valeur, leur place dans le monde, leur mère leur a dit, et donc elles y croient. Et en fait, s'émanciper de ce que notre mère
ou nos parents en général ont projeté sur nous, c'est énorme et c'est très dur. C'est très dur. Là, je suis en train de penser à une de mes clientes qui fait ce process-là et c'est un deuil énorme de se dire tout ce que j'ai fait pour ma famille, tout ce que j'ai fait pour ma mère, tout ce que j'ai donné de moi, tout ce que j'ai donné de qui je suis, tout ça, c'était pas sur une base d'amour qu'ils avaient pour moi, c'était de l'exploitation, c'était pas le niveau d'affection que je méritais, quoi. Et ça, c'est pas évident. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que j'accompagne. Donc voilà. Et en tout cas, je m'attendais pas à ça. Je vous jure, c'est l'un des premiers trucs qui remonte quand on travaille avec mes clientes. La dynamique familiale et en particulier la mère. Et après, le père, on en parle un peu, mais franchement, c'est la mère et je vous ai donné le spectre. Parfois, c'est juste, elle m'a pas protégée, elle s'est pas battue pour moi. C'est le je compte pas en fait, je compte pas. Et beaucoup du travail qu'on fait, c'est se rappeler qu'on a de la valeur, qu'on compte, qu'on est importante. Je suis importante. Waouh! Et donc ça, c'est le premier point qui m'a beaucoup surpris. Mais qui n'est pas si surprenant, mais qui m'a beaucoup surpris. Et d'ailleurs, beaucoup du trauma qu'on appelle transgénérationnel, c'est du trauma d'éducation, hein. C'est des choses qui sont transmises par l'éducation, souvent de mère en fille, parce que c'est souvent les mères qui éduquent, et pas nécessairement par les mots, mais par le comportement, par les réflexes qui sont là, la façon qu'on a d'être là, les câlins qui sont donnés et les câlins qui sont pas donnés, les petites phrases qui sont dites et les petites phrases qui sont pas dites. C'est comme ça que ça se transmet. C'est dur de distinguer, comme je vous disais, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est de mon essence, qu'est-ce qui est de moi, et qu'est-ce qui m'a été projeté par ma famille. Mais c'est un travail qui est faisable carrément. Mais en tout cas, ouais, intéressant. Et si jamais aujourd'hui vous avez des questionnements par rapport à vous, ça peut être intéressant de vous interroger sur la dynamique que vous avez dans votre famille. Qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vous rapproche de vous et qu'est-ce qui vous éloigne de vous. Je pense que ça peut être une bonne chose à regarder. Tu te demandes peut-être par quoi commencer pour avoir une belle sexualité, une sexualité sacrée. Et bien pour ça, je t'ai préparé une superbe ressource. C'est un quiz qui te permet d'avoir accès à un parcours personnalisé pour savoir comment t'y prendre pour avoir une magnifique sexualité. Tu vas sur liviakero.com/quiz et là tu répondras à quelques questions et à la fin des questions, tu vas découvrir si tu es la graine d'âme, la gardienne de la porte, l'expressionnista ou la sage ou la butineuse et ça va te dire sur quoi tu dois te concentrer en ce moment. Tes besoins, tes limites, ton expression, ton intuition ou la connexion avec l'autre. Une fois que tu sais ça, tu verras qu'il y a un tas d'exercices, de pratiques que tu peux faire à la maison et en fait, tu ne seras plus perdu dans ta sexualité grâce à ça. Tu sauras exactement ce que tu dois faire. Va sur liviakero.com/quiz et réponds quelques questions. J'ai hâte de savoir ce que ça a donné pour toi. Ok, maintenant la deuxième chose. La deuxième chose, c'est à quel point les dépassements de limites sont courants dans notre société et à quel point c'est la norme de ne pas respecter le consentement. Et je parle pas que de sexualité, je parle en général. On le sait qu'on est dans une culture, malheureusement, du viol. Une culture qui ne respecte pas les corps, une culture qui objectivise le corps, notamment des femmes, et qui n'a pas beaucoup de respect pour l'intimité des gens. Ok, on est dans une culture comme ça, on le sait. Et je savais très bien qu'en accompagnant des femmes en sexualité, le gros de mon travail, ça allait être d'accompagner la réparation de limites, voilà, des limites qui ont été dépassées dans la sexualité, dans l'intimité. Et en fait, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas que dans la sexualité et l'intimité qu'il y a des dépassements de limites. C'est dans la façon dont on interagit les uns avec les autres en général. Et c'est simplement fou comment c'est intégré en nous qu'on ne peut pas se protéger notre corps, notre intégrité, etc., au risque de vexer quelqu'un ou le faire se sentir mal. C'est un truc de ouf à quel point c'est présent et ça remonte. Pour illustrer, je vous donne des exemples. J'ai une de mes clientes, un de ses enjeux, c'était qu'elle avait beaucoup de mal à dire non aux personnes qui la sollicitaient pour des sorties, des voyages, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a une vie très riche et à chaque fois, des gens s'agglutinaient autour d'elle et elle avait du mal à lui dire non. Par exemple, tu sors ce soir, ah ben je viens. Tu fais ça, ah ben je viens aussi. Ah, tu vas voir un tel, ah ben je viens aussi. Et en fait, elle a beaucoup de mal à dire non. C'est lié à son contexte et son passé. On sait le contexte général, mais la culpabilité qu'elle ressentait à dire non dans son corps était dingue. Elle avait tellement peur de la répercussion derrière, qu'on lui en veuille, qu'on dise du mal d'elle, que la personne soit en colère, ce genre de choses-là, alors qu'on parle de choses simplissimes. On parle de dire non, je préfère être seule. Et donc du coup, on a dû travailler sur le fait qu'elle se sente en sécurité de dire non, je préfère faire mes affaires seule. Ça vient du fait que quand elle était petite, ses limites ont été dépassées à répétition. Elle n'avait pas l'autonomie de son corps.
elle n'avait pas toujours le choix de ce qu'elle pouvait faire avec son corps. Et en fait, en étant adulte, dire non, ça devient dangereux. Parce que, honnêtement, maintenant qu'on en parle beaucoup, c'est limite les gens commencent à comprendre le consentement en sexualité. Oui, on fait pas l'amour avec quelqu'un qui n'a pas envie de faire l'amour. Ok, simple. Mais on n'en est pas encore au stade où les gens comprennent le consentement tout court. Le fait que si je dis oui ou que si je dis non, c'est à respecter. Je vais vous donner un autre exemple d'une autre cliente à moi. C'est très dur pour elle d'entamer une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir en sortir. Je dis ok. Et quand on creuse, on réalise qu'en fait, à chaque fois qu'elle voulait quitter une relation, la personne en face la faisait se sentir tellement mal, tellement coupable, parfois se mettre en colère. Et donc aujourd'hui, elle a peur de rentrer dans une relation parce qu'elle se dit, si ça ne va pas et si ça ne me convient pas, je ne vais pas avoir le courage d'en sortir parce que ça me crée une telle anxiété de dire non, parce que j'ai peur de la réaction de la personne en face. Et il a fallu qu'on échange dessus pour que je lui explique, c'est un dépassement de limite si quelqu'un ne te laisse pas sortir d'une relation sereinement. Oui, c'est normal d'être triste, oui, c'est normal qu'il y ait des émotions, mais quelqu'un qui te projette de la culpabilité, de la colère, quelque chose de violent qui te fait te sentir angoissé parce que tu dis que tu veux plus interagir avec elle, ce n'est pas normal. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, que c'était une question de dépassement de limite, c'est qu'elle m'a dit quelque chose comme ah ouais, si je rentrais dans une relation avec quelqu'un qui me disait si ça te convient pas, on peut arrêter à tout moment, si tu sens que c'est pas ce que tu recherches, on peut arrêter, eh ben je me sentirais tellement soulagée que c'est le genre de personne avec qui j'aimerais justement continuer. Et je lui ai dit c'est normal. On a toujours plus de désir pour les personnes qui nous laissent libres. C'est normal. Quand quelqu'un vous donne le choix, quand quelqu'un vous donne un espace de liberté, c'est beaucoup plus agréable d'être avec elle. Et donc du coup, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ton problème, c'est que tes limites ont été dépassées. Enfin, je ne parle pas comme ça, je ne dis pas ton problème, vous voyez. Je lui ai dit, je me demande si là, il n'y a pas une question de limites dépassées qui doivent être réparées et que toi, tu réalises qu'en fait, ce n'est pas normal qu'on ne te laisse pas quitter une relation sereinement. Et elle m'a dit, ben, après, ce sont des gens qui respectent bien mon consentement. Quand je dis non, ils respectent mon non. Par exemple, dans le sexe, j'ai dit non. Le fait que quelqu'un, quand tu lui dis je préfère arrêter cette relation parce que ça ne me convient pas, se mette en colère, te fasse du chantage émotionnel, te dise je meurs à l'intérieur, je souffre terriblement, etc., c'est pas ok. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui nous considère vraiment, quelqu'un qui nous valorise, quelqu'un qui nous respecte, ne va pas nous faire nous sentir mal de faire ce qui est bon pour nous. Quelqu'un aussi qui est bien dans sa peau va pas vouloir être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec elle. Donc si vous interagissez avec des gens qui vous font du chantage pour rester avec elle ou qui rendent la rupture vraiment difficile, c'est pas normal en fait. C'est quelqu'un qui vous laisse pas le choix. Vous avez le droit d'être en relation avec qui vous voulez. Si vous voulez plus être en relation avec quelqu'un, bah c'est votre droit. Et donc ça aussi c'est une question de limite. Et donc c'est ouf parce que dans ce travail en sexualité, je réalise que certes il y a des dépassements de limites en sexualité, mais ça je le savais. Mais il y a des dépassements de limites tout court dans tout. Le fait de pas laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, de pas leur foutre la paix, quoi. De pas les laisser libres. Et c'est dingue. En fait, on a une telle culture de plaire à l'autre, de people pleasing, de si je fais ça, l'autre sera pas content, va me rejeter, etc., que c'est une culture qui nous enlève notre souveraineté et notre autonomie. Et du coup, je rappelle constamment à mes clientes, c'est un privilège d'avoir accès à vous. À tout moment, vous pouvez décider qu'on n'a pas accès à vous. Qui que ce soit. C'est votre corps, c'est votre espace. Vous choisissez qui a accès à votre espace ou pas. Ça s'appelle l'autonomie du corps. Vous êtes libre, vous avez le choix, vous avez de la souveraineté. C'est juste qu'on vous a pas appris ça. C'est une chose que je dis aussi par rapport aux enfants. Pourquoi on apprend aux enfants l'autonomie de leur corps et le consentement? C'est justement pour que plus tard, ils savent qu'on dépasse leurs limites. Je sais pas si vous aviez vu, j'ai partagé ce reel sur Instagram. C'était une maman, elle allait dire bonjour à sa petite fille le matin, et la petite fille, elle a dit non, je vais rester avec mon papa, j'ai besoin de mon intimité. Ça a fait tout un drama sur Instagram. J'ai commenté, mon commentaire a eu je ne sais combien de likes et je ne sais plus combien de commentaires. En fait, le truc, c'est que, ne serait-ce que le fait de rentrer dans la chambre d'une enfant sans frapper, c'est un dépassement de limite, c'est une intrusion. Vous vous dites, mais je suis le parent, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Mais à partir du moment où un enfant comprend ce que c'est la notion d'intimité et qu'il est bien dans sa bulle, il fait ses trucs et bam, quelqu'un rentre dans sa chambre, waouh, je n'ai pas le droit d'être avec moi-même. Je n'ai pas le droit d'être avec mon propre corps. Vous croyez quoi que ça s'en va, ça, avec l'âge? Non, ça reste. Le nombre de lecteurs qui m'ont dit, ma mère est rentrée toujours dans ma chambre sans frapper. Je me suis sentie tellement pas protégée, mise à nu. Quand on commence à être ado, c'est encore pire. Tu sais pas, t'es en train de chiller, t'es là, tu te prends pas trop la tête, bam, qu'il y a quelqu'un dans ton espace. Et
plus j'avance, plus je réalise que beaucoup de travail que je fais serait prévenu par une meilleure éducation des enfants. Alors, je ne juge pas l'éducation des enfants, je sais que c'est très dur. Mais quand je parle d'éducation des enfants, c'est une éducation au consentement et à la souveraineté, dans le sens où, comme je vous disais dans le premier point, à quel point ils comptent, ils sont importants, ils ont de la valeur. C'est la première chose à leur apprendre. La deuxième chose à leur apprendre, c'est que c'est leur corps, c'est leur espace. Ils ont le droit de choisir qui a accès ou pas. Si vous apprenez ces deux choses-là à vos enfants, ça va les rendre hyper sereins. C'est genre 80% du travail que je fais avec mes clientes, c'est ça. Ça va les rendre beaucoup plus sereins à naviguer dans le monde, à s'exprimer dans le monde. Ouais, ça a un impact énorme. Et le fait d'être coach en sexualité m'apprend tellement sur l'éducation parce que je vois l'impact de l'inverse. Après, tout ça se répare, hein. C'est pas une fatalité, hein. Les limites, ça se répare. Le fait qu'on a de la valeur, c'est des choses auxquelles on accède. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des couches qui viennent par-dessus ce que j'appelle notre essence, qui est à l'intérieur de nous, qui brille, qui est là, qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas enlever. Et donc, ces choses-là vont nous altérer un peu, mais pas de façon à ce qu'on ne revienne jamais à qui on est. On peut retourner à qui on est. D'ailleurs, ma société s'appelle Retour à l'essence. On peut toujours retourner à qui on est. Donc, c'est pas une fatalité. Mais si vous êtes des parents qui écoutez ça, une façon de prévenir tout ce que je vous dis là, dites à vos enfants qu'ils sont importants et qu'ils comptent et qu'ils ont de la valeur. Dites-leur que leur corps est important, que c'est leur espace et qu'ils ont le droit qu'on y ait accès ou pas. Et quand je parle d'accès, c'est physiquement d'y toucher ou pas, mais aussi d'être en interaction, en relation avec les autres. J'ai le droit de choisir avec qui je passe du temps. Et ça, c'est une chose assez fondamentale. J'ai le droit de pas sortir ce soir si je veux pas sortir. L'une des personnes qui m'a le plus appris ça, c'est l'une de mes copines. Je me rappelle, on était à la fac et je lui disais, ouais, vas-y, viens, on sort ce soir. Et elle m'a dit non. J'ai dit pourquoi? Elle me dit, j'ai pas envie de sortir. Je dis, ah, sérieux? Et je me suis dit, c'est une raison de pas sortir ça. J'ai pas envie de sortir. Je veux rester chez moi. C'était choquant pour moi parce qu'à l'époque, tout le monde sortait tout le temps. Je sais, on avait 18 ans, on avait 19 ans. Ça fait un peu mémé, tu vois, de dire ouais, je vais pas sortir, j'ai envie de rester chez moi. Et en fait, elle s'en foutait. Et je me rappelle que je vais lui dire ça parce que je pense pas qu'elle se rappelle de ça et c'est certainement pas l'impact que ça a eu sur moi. Et je me rappelle que quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah, j'ai le droit de dire non quand je veux pas sortir. Je savais pas ça, moi. Au contraire, moi je croyais que t'étais obligée. Attends, tout le monde sort, tout le monde a l'air de bien s'éclater, etc. Non, j'ai le droit. Et en fait, fondamentalement, ça change la vie. Ces deux premiers points-là, ça change la vie. Et ce que je vous dis, ouais, ce qui me surprend, c'est à quel point on doit réparer des limites qui n'ont rien à voir avec la sexualité, hein. La plupart des limites sur lesquelles on travaille ne sont pas liées à la sexualité directement. Ça peut, bien sûr, mais très souvent, c'est relationnel. Voilà, deuxième point. Troisième point. Le troisième point, c'est comprendre le vrai désir de mes clientes. En fait, c'est trop intéressant. Ok, j'ai un problème sur la sexualité, bien sûr. Et donc, on se dit que ce qu'elles veulent, c'est plus de plaisir, plus d'orgasme, du meilleur sexe avec leur partenaire. Bien sûr, c'est normal. Mais au fond, c'est pas ça. Enfin, c'est ça, mais c'est pas ça le fond du 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 truc. Le fond du truc, c'est un désir, j'allais dire violent, fort, puissant. Un désir puissant de liberté. Qu'on les laisse vivre, qu'on les laisse être qui elles ont envie d'être. Le désir profond, c'est l'émancipation. C'est le fait d'être pleinement soi, de faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de faire, sans être jugé, sans se sentir coupable, sans avoir à se rendre toute petite, etc. Pourquoi on le fait dans la sexualité? C'est parce que c'est l'endroit où on est le plus souvent jugé et où on se sent le plus souvent petite. Et quand on émancipe la sexualité, on émancipe tout le reste, puisqu'on va chercher le point qui est le plus tabou, surtout quand on est une femme. Et donc quand vous émancipez votre sexualité, pouah, tout le reste, franchement, vous n'avez rien à foutre. Vraiment, quand vous vous sentez libre là, vous vous sentez libre partout. Et donc ce que j'observe, c'est des femmes qui veulent juste vivre comme elles ont envie de vivre, ressentir ce qu'elles ont envie de ressentir, et qu'on leur foute la paix. Que les gens qui sont pas contents leur foutent la paix, et que les gens qui les célèbrent, qui les encouragent, soient à leur côté, soient bienveillantes, les écoutent, voilà. C'est tout ce qu'elles cherchent. Et ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler à je réalise que je suis pas hétéro, je suis bi et je veux explorer avec des femmes. Ça peut être en fait je suis polyamoureuse et je veux pas un partenaire mais j'en veux 4. Ça peut être moi avec mon mari je veux une sexualité qui soit plus lente. J'en ai marre de la sexualité comme ça, je veux une sexualité différente. Ça peut être moi je veux une sexualité plus sacrée. Ça peut être aussi moi je veux du BDSM, je veux qu'on m'attache. Tu vois, ça peut être tellement de choses, ça peut être tellement de possibilités, mais en fait, au fond, on s'en fout de ce que c'est. Le plus important,
c'est qu'elles identifient ce qu'elles veulent et qu'elles puissent le faire. C'est tout. Peu importe ce que c'est. Et parfois, ce qu'elles veulent, c'est pas de sexe. Et le travail qu'on va faire, c'est d'être OK avec ça. Parfois, ce qu'elles veulent, c'est pas de partenaire. Et le travail qu'on va faire, c'est d'être OK avec ça. Je vais avoir des clientes qui disent, en fait, ma famille a toujours voulu pour moi avoir la petite maison, les 2 enfants, etc. Et en fait, moi, je veux pas de ça. Moi, je veux faire l'amour avec plein de gens. Je vais être polyamoureuse. Et je veux faire du sexe de groupe. Et je veux jamais me marier, je veux pas avoir d'enfants. Cool. Et puis, j'ai avoir des clientes qui me disent, moi, mon rêve, c'est d'avoir un mari et qui me traite comme une reine, qui fasse tout dans la maison, et que je puisse juste me prélasser, me relaxer, partir en voyage dans des beaux endroits, kiffer ma life. Très bien, deal. En fait, c'est ça au final. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour vivre la vie qu'on a profondément envie de vivre, sans toutes les petites choses qui nous bloquent et nous empêchent à l'intérieur du corps. Et toutes ces petites choses, pour être honnête, c'est lié au fait qu'on est dans une société très patriarcale, très misogyne, qui empêche les femmes de vivre pleinement. Franchement, si c'était pas ça, on serait tellement plus en paix, on serait tellement plus détendu, mais on devient un peu, comment dire, c'est invisible en fait l'impact que ça a sur nous. C'est vraiment qu'on décortique, qu'on creuse, qu'on regarde, qu'on parle avec les gens, qu'on voit l'impact que ça a. C'est tellement intégré, mais je me rends compte, hein, si je travaillais avec des hommes, on ferait pas le même boulot. On ferait pas la même chose. Ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais là. Parce que maintenant, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que ce que j'adore, c'est participer à redonner le pouvoir à des femmes et des personnes non binaires à qui on a enlevé le pouvoir. À qui on a dit, tu n'es pas assez bien, tu prends trop de place, tu prends pas assez de place, tu n'es pas comme il faut, tu n'as pas droit à ci, tu n'as pas droit à ça. Ah, tu aimes le sexe, t'es une salope. Ah, t'aimes pas le sexe, t'es coincé. Ah, t'es pas belle. Ah, si t'es belle. Ah, t'as des gros seins. Ah, Enfin, flemme, quoi. On est saoulés de tout ça, mais on a marre de tout ça. On veut juste vivre. On veut juste vivre pleinement. Et on pourrait croire que mes clientes, c'est des filles un peu coincées, qui sont un peu, je sais pas, qui ont du mal et tout. C'est pas ça, c'est de l'inverse. Ce sont des femmes brillantes, pétillantes, joyeuses, intelligentes, bienveillantes, marrantes. Elles sont super courageuses. Moi, je les adore. Elles ont vraiment, c'est la crème de la crème. Vraiment, elles sont canons. Et il y a ces trucs-là qui les font chier. Mais ça ne les définit pas. Tout ce que je vous ai dit là, sur le fait de ne pas avoir été honorée en grandissant, le fait que des limites étaient dépassées, le fait de ne pas être libre d'être elle-même, ça leur appartient pas, ça. Ça, c'est pas elles. Ça, c'est ce qui les fait chier. Ça, c'est ce qui les emmerde. Et donc, on travaille à enlever ce qui les emmerde. Mais elles, en tant que personne, elles sont parfaites. Et toi, si tu m'écoutes en tant que personne, tu es parfaite. Il n'y a rien à changer. Je le répète sans arrêt, être toi suffit. Il n'y a rien à changer. C'est juste qu'on est dans une société qui rend très dur le fait d'être une femme et le fait d'avoir un genre qui n'est pas homme, cis, hétéro. C'est vrai. Et voilà quoi, ce que je peux dire sur ça. Et donc moi, en travaillant, c'est ces 3 choses-là qui m'ont surprise. Je m'attendais pas à exactement ça. Je m'attendais à des formes de ça, mais pas exactement ça. Et je vais juste dire que je suis désolée, j'ai le nez bouché, j'ai des allergies de ouf. Et en fait, à chaque fois que je commence un épisode, je me dis que cette fois-ci, ça va aller. Et plus je parle, plus j'ai le nez qui se bouge. Donc merci de votre patience. C'est pas évident, mais le plus important, c'est que vous entendiez ma voix et que vous entendiez mon message. Merci à vous. En plus, cette fois, j'ai pris mes médicaments. Bref. En tout cas, je vais juste récapituler les 3 points, les 3 choses qui m'ont surprise en travaillant avec des femmes sur la sexualité. 1. À quel point la dynamique familiale est importante, notamment avec leur mère. 2. À quel point des limites sont dépassées hors sexualité, pas que dans la sexualité. Et 3. À quel point le vrai désir, c'est un désir de liberté, d'émancipation, de pouvoir faire ce qu'elles ont envie. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ouais, j'ai kiffé faire cet épisode, c'était fun. Merci de l'avoir écouté. Merci, ça m'a fait plaisir. Et j'ai une invitation pour vous. Là, au moment où on publie cet épisode, j'ai réouvert les portes de mon programme. Initialement, il s'appelait Sacrée Sexualité, le programme, mais il a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Diva, le temple. J'ai fait un autre épisode où j'expliquais pourquoi il a ce nom et qu'est-ce qui a changé, vous pouvez l'écouter. Et en fait, le temple, c'est un endroit sacré. C'est un endroit dédié à votre plaisir, à votre corps, à votre soin, où on est plusieurs à se retrouver et à s'occuper les unes des autres et à faire en sorte que tout ce que nous projette la société et tous ces trucs-là qu'on doit naviguer, bah, dans le temple, on n'a pas
On n'a pas à subir ça. Au contraire, c'est un espace hyper bienveillant. Les discussions sont super riches, super profondes. On fait un énorme travail pour que vous ayez accès à encore plus de plaisir dans votre vie intime, en laissant partir vos blessures, vos traumas, et en étant sur ce chemin de revenir à vous-même, de revenir à soi, de revenir à l'essence. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes au moment où je fais ce podcast, donc je vous invite à regarder dans les notes et vous aurez le lien pour découvrir la magnifique page de présentation. Elle est vraiment très belle, avec toutes les informations. Et une fois que vous avez lu, la prochaine étape, c'est de candidater. Il y a un formulaire à remplir pour que je sache un peu plus qui vous êtes. Et ensuite, si c'est un bon fit pour nous toutes les deux, vous pouvez nous inscrire et nous rejoindre. La particularité du temple, c'est que c'est un accompagnement sans limite de temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrite, vous avez accès pour toujours. En tout cas, tant que ça existe. Mais ça va exister très très longtemps. Donc, allez jeter un œil dans les notes du podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais tu as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.